Depuis le 28 décembre 2017, le 2 janvier 2018, les agents de la santé, de la justice et des paramilitaires n'ont plus droit à la grève. À ce sujet, nous avons invité Constantin Amoussou pour en débattre. Constantin Amoussou, bonjour. Bonjour, monsieur Moussa. Mesdames et messieurs, bonjour. Samuel Dayou, bonjour. Moussa, bonjour. Oui. Et monsieur Constantin Amoussou, tel que Moussa l'a annoncé tout à l'heure, et nous avons vu que la dernière semaine de l'année 2017 et la première semaine, c'est un déluge. En fait, je peux le dire ainsi, m'exprimer, c'est un déluge de lois qui ont été votées. Si c'était une pêche, on dirait que la pêche a été bien bonne au niveau de l'Assemblée parce que le gouvernement ayant introduit beaucoup de lois. Et parmi ces lois, il y a la loi par exemple, qui interdit la grève aux magistrats, qui retire le droit de grève aux magistrats, aux agents de la santé et aux paramilitaires. Quelle est votre appréciation de ce sujet? Merci. Je voudrais d'entrée saluer les téléspectateurs et leur souhaiter bonne et heureuse année 2018. À la veille de l'année, dans les vœux que j'ai présentés en ma qualité de président du gouvernement des jeunes, j'avais indiqué que l'année 2018 serait une année de combat. J'avais souhaité qu'elle soit pour nous une année de victoire. Les faits démontrent que les sujets sont grands, ils sont graves, ils sont nombreux, pour lesquels la mobilisation sociale devra être importante, a commencé à être importante le long de toute cette année. Et pour l'ouvrir, c'est la question du droit de grève. D'abord, il faut interroger le fondement du droit de grève. Qu'est-ce que le droit de grève garantit? Comment est né le droit de grève? Doit-on et peut-on bannir le droit de grève? L'histoire du droit de grève, c'est l'histoire de la démocratie de notre pays. Parce que le renouveau démocratique a été engendré par les grèves générales dans notre pays, par les grèves dans l'enseignement, dans la santé, dans la justice. Parce que l'histoire du renouveau démocratique, le berceau du renouveau démocratique du Bénin, c'est justement cette conjonction des énergies, c'est cette volonté de conquérir la liberté d'opiner qui a consacré les luttes et qui a fini par forcer le président de la République d'alors, le général Mathieu Kérékou, à convoquer la conférence nationale des forces vives de la nation. L'histoire des grèves dans notre pays, c'est l'histoire de toutes les conquêtes. C'est l'histoire d'un peuple qui peut-être a bénéficié de ce qu'on pourrait appeler l'indépendance octroyée, mais qui découvre au fil de son histoire que lorsque les choses sont octroyées, elles ne sont jamais aussi bien défendues, bien conquises, que si elles sont le fruit de l'expression de l'effort, dans la volonté exprimée de façon permanente par les citoyens, de conquérir eux-mêmes, d'exprimer eux-mêmes, de construire eux-mêmes. Et donc, la construction du droit de grève, c'est la construction du modèle démocratique de notre pays. C'est la première des choses. La deuxième, c'est que lorsque vous interrogez différentes catégories socio-professionnelles de notre pays, que ce soit les agents de santé, que ce soit les agents du secteur de l'enseignement, que ce soit les agents du secteur de la justice, toutes les conquêtes essentielles qui ont été opérées le long de ces années n'ont été que le fruit des combats qui ont été menés par le biais de la grève. La grève n'est pas le premier, c'est le dernier recours. C'est le moyen dont dispose le travailleur pour se faire entendre sur la base, sur la présomption que ceux qui nous dirigent, entendu qu'ils sont présidents de la République, gouvernement, appelés à gérer les intérêts de l'ensemble de la communauté, ils ne peuvent pas voir en péril la justice, ils ne peuvent pas voir en péril ils ne pouvaient pas voir en péril l'éducation sans intervenir. Et donc, ceux qui décident de ne plus travailler, de manifester de façon pacifique le désaccord avec les politiques publiques, ce sont des citoyens qui sont préoccupés et qui disent, puisque nous savons que vous êtes nos gouverneurs, que par conséquent, vous ne pouvez pas être à l'aise quand l'école ferme. Vous ne pouvez pas être à l'aise quand les enfants sont renvoyés à la maison en jours ouvrables. Vous ne pouvez pas être à l'aise, vous ne pouvez pas vous sentir heureux lorsque les malades sont délaissés. Ils décident d'user de ce moyen pour obliger de façon diligente le pouvoir public à agir. Et donc l'histoire du droit de grève, c'est d'abord la recherche de la garantie du dialogue. C'est la grève qui crée le dialogue, qui ouvre le dialogue. Et c'est d'autant vrai que lorsque les agents de santé, pendant près d'un an, ont laissé un moratoire au gouvernement de la rupture, ont laissé un délai de grâce, rien n'a pu être fait
Il a fallu qu'ils déclenchent leur grève pour que le chef de l'État finisse par s'aviser de leur recevoir. Et là-bas, ils ont décidé, en écoutant le chef de l'État, de mettre fin à leur grève. Et c'est encore en ce moment-là où ils ont décidé de mettre fin pour prêter bonne foi au président de la République qui se voit donner un coup de poignard dans le dos. Un peu comme si on a voulu user de ruse, user de rage envers eux. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est cela qui peut être dérangeant. De savoir par ailleurs que cela a été le fait, non pas seulement d'un gouvernement au sein duquel on pourrait penser qu'il n'y avait que des personnes qui ont du mépris pour le droit, pour les droits sociaux, mais parce qu'au sein de ce régime-là aussi, au sein de ce, et surtout pour porter ce combat à l'Assemblée nationale, pour faire porter le retrait du droit de grève, c'était le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, qui lui-même hier avait marché, avait fait le macadam pour revendiquer le maintien du droit de grève aux magistrats, qui lui encore était devant, 1 an après, 2 ans après, 5 ans après, lui devant, pour dire qu'il soutient le retrait du droit de grève, qu'il en était même l'artisan principal de ce retrait du droit de grève. C'est cela qui peut préoccuper en tant que citoyen, de s'interroger sur la moralité des hommes qui nous dirigent. Mais Constantin Mousso, avant d'arriver de chuter encore sur la moralité, vous avez fait cas tout à l'heure des années 86, 87, 88 et 90. En ce temps, et les travailleurs n'avaient même pas de salaire. L'État n'arrivait plus à payer les salaires. Mais aujourd'hui, quand même, les travailleurs ont le salaire. Ne pensez pouvoir aussi que les grèves, la manière dont elles s'observent aujourd'hui, depuis quelques années, là, les années récentes, même si l'éducation, que vous prenez les gens qui vont en grève pendant 9 mois, ou bien 8 mois, 6 mois sur 9, et après disent que bon, on peut sauver l'année en 2 mois. Il y a pas un peu de la pagaille dans la grève. Moi, je veux dire 2 choses. La première, la garantie du droit de grève n'est pas la garantie de la grève. La preuve, il y a eu, enfin, l'année scolaire 2017, n'a pas connu de droit, n'a pas été perturbé par le droit de grève. Les travailleurs ont voulu, l'année académique 2017-2017, les travailleurs ont voulu prêter bonne foi au chef de l'État. Ils ont laissé la garantie, la possibilité de maîtriser la situation, de saisir la matière syndicale, de saisir la plateforme revendicative et donc de pouvoir plancher sereinement sur les problèmes de notre pays, secteur par secteur. Donc, la garantie constitutionnelle, la garantie légale du droit de grève n'est pas la garantie de la grève. C'est par là qu'il faut commencer. Ce n'est pas parce que les textes permettent qu'il doit y avoir grève que systématiquement les gens iront en grève. La garantie du droit de grève, c'est, disons, comme l'épée de Damoclès qui planerait au-dessus de la tête des dirigeants pour leur dire, si vous ne vous avisiez pas de régler les problèmes du secteur de la santé, du secteur de la justice, du secteur de l'éducation, les enseignants, les magistrats, les médecins pourraient aller en grève. Et donc, ça ne fait que mettre la pression sur le pouvoir pour leur dire, ce droit de grève, parce qu'il existe, est une menace et vous oblige à les écouter, à dialoguer avec eux pour qu'ils ne se sentent pas en devoir d'aller en grève. Vous dites qu'aujourd'hui, on n'est pas dans le même contexte qu'en 86, 85, 87. D'accord. Vous dites que les citoyens, les travailleurs ne sont pas confrontés à la banqueroute, à l'impossibilité de recevoir leur salaire. C'est une vérité. Mais qu'est-ce qu'une loi? Une loi, elle s'inscrit dans le temps de façon durable. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Et donc, si même aujourd'hui, nous ne sommes pas en situation de cessation de paiement des salaires, mais qu'est-ce qui va se passer demain? Et si demain, on était en situation de cessation de salaire, puisque le droit de grève avait déjà été aboli, qu'est-ce que nous allons faire? C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en situation de grève, mais la loi ne dispose pas seulement pour aujourd'hui, pour 2018, pour janvier 2018. Cette loi, elle disposerait pour longtemps, pour durablement. Et ne pouvions pas être en train constamment de changer notre loi. Donc si dans 2 ans, M. Patrice Talon et son gouvernement, qui disent avoir utilisé des prêts constamment le long de l'année qui s'est écoulée pour payer les salaires, se trouvaient en incapacité de faire face aux salaires des citoyens. Qu'est-ce qu'ils font? Si alors M. Patrice Talon parvenait à régler les salaires des citoyens tout le temps et qu'un régime qui lui succédait était en incapacité de faire face aux salaires, ou bien gérer si mal le pays qu'on préférait utiliser les moyens pour faire autre chose plutôt que de dégager les salaires des travailleurs, que ferait-il? Parce que le droit de grève aurait été déjà supprimé. Et donc, c'est parce que la loi dispose pour l'avenir et qu'il faut préserver les garanties. Ce sont des balises. La garantie du droit de grève, ce n'est pas la garantie de la grève. C'est la garantie du dialogue. C'est la disposition d'esprit qui met chaque
partenaire social dans la posture de responsabilité pour dire, vous avez des obligations. En droit, on parle d'obligations synalagmatiques. C'est-à-dire qu'elles s'imposent de part et d'autre à chacune des parties. Et donc, dire que autant les travailleurs ont le devoir de faire face à leurs responsabilités, d'entretenir le matériel de travail, de s'acquitter de leurs devoirs vis-à-vis du secteur dans lequel ils sont, de même, les gouvernants sont obligés d'être à l'écoute de leurs problèmes, des problèmes qu'ils posent, des solutions qu'ils proposent, tant que cela n'est pas rendu garanti. Et c'est le droit de grève qui le garantit. Non pas parce qu'il garantit la grève, je le redis, mais parce qu'il garantit le dialogue. C'est de ça qu'il s'agit. Ce retrait du droit de grève, c'est quand même près de 60 députés qui ont voté pour. Est-ce que ceux-là qui représentent le peuple, ils sont en erreur, ils sont tous en erreur? Bon, je vais dire deux choses. La première, c'est que ce n'est pas près de 60 députés qui ont voté pour. C'est à peu près une quarantaine de députés qui étaient présents à l'occasion. Mais il y a un bloc, députés, oui, mais voilà. C'est-à-dire que oui, c'est vrai, il y a le bloc des députés de la majorité. Et cette loi a été votée par une minorité des députés. C'est-à-dire, c'est une période où les députés étaient déjà plus ou moins occupés à d'autres choses parce qu'on était à quelques jours des fêtes de fin d'année. Vous vous rappelez? Et non, on avait moins de 40. Ce qu'on a observé de toute façon, c'est qu'il y avait moins de 40 députés dans l'hémicycle au moment où ce droit de grève. Et donc, c'est la majorité des députés présents, il faut le préciser. Ils étaient moins de 40 députés présents dans la salle. Donc maintenant, on peut dire que dans tous les cas, même si c'est une minuscule majorité, c'est une majorité tout de même, on peut le dire. Mais à cet égard, on peut s'interroger pour demander à ces représentants de la nation que ce faisant, est-ce qu'ils sont toujours dans l'esprit de représenter la nation? Parce que c'est vrai, le mandat législatif n'est pas un mandat impératif. Il ne laisse pas la possibilité aux citoyens de rappeler le député à tout moment pour lui dire, ah mais non, puisque tu n'as pas été fidèle avec ma volonté, mais je te retire ma confiance. C'est vrai. C'est vrai qu'il n'implique pas de la part du député qu'à chaque fois, il aille interroger le citoyen pour savoir ce qu'il veut. Mais c'est aussi une vérité que la protection des libertés fondamentales, parmi lesquelles le droit de manifester, est une revendication permanente de nos populations que depuis de longues dates, ce n'est pas la première tentative. Sous tous les régimes, les citoyens du Bénin, depuis 25 ans de renouveau démocratique, depuis 28 ans de renouveau démocratique, se sont bagarrés pour préserver le droit de grève. Donc, que ces députés se soient ainsi conduits, je ne me mets pas en posture de les juger. Le moment vient où nous allons interroger les unes et où alors aux unes, les citoyens seront en état de savoir ce qu'il y a lieu de faire de ces élus qui manifestement ont décidé de servir le prince plutôt que de servir le peuple. Mais pourtant, parlant des députés, le président de l'Assemblée nationale a dit que c'est avec pincement de cœur qu'ils ont voté la loi. Vous avez envie de rigoler, non? Non, il a dit c'est avec un pincement de cœur. Mais voilà une personne qui aurait pu être président de la République en notre pays. Voilà une personnalité pour laquelle des milliers, des dizaines, des centaines de milliers, des millions de Béninois ont gardé le souffle le 20 mai 2015. Le 19 mai. Le 19 au 20 mai 2015. Ils ont pensé, ce faisant, que l'élection de Maître Adrien Roumbedi à la tête de notre Assemblée, c'est la restauration des temps de beauté de notre histoire démocratique. Ils ont pensé que c'est la garantie des droits. Ils ont pensé que c'est une personne qui est portée par les valeurs d'homme d'État qui prenait la tête de notre institution parlementaire. Puis il en vient non seulement à soutenir le retrait du droit de grève aux magistrats, à le voter, mais à venir nous dire qu'il a fait avec pincement de cœur. C'est-à-dire qu'il affirme un refus d'assumer sa responsabilité par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il dit que s'il ne tenait qu'à lui, il aurait pu ne pas voter le droit de grève aux magistrats. Mais ça tient à qui? C'est quoi voter une loi avec pincement de cœur? Mais c'est quoi? Alors vous, dites-moi ce que vous comprenez par voter une loi avec des milliers de morts durant la grève qui a duré dans le secteur de la santé pendant 2 mois. Il a fait des millions de morts. C'est qui les millions de morts? D'abord, on dit qu'il y a des morts par le fait
de la grève. Et moi, je vous pose une question. Quand il y a des morts, lorsqu'il y a des morts par le fait de la grève, c'est la faute de qui? Est-ce la faute de ceux qui, ayant lancé des ultimata longuement, durablement, pour que les problèmes simples, ordinaires qu'ils posent soient réglés et ne le taient pas? Est-ce que c'est leur faute ou c'est la faute de celui qui, ayant le moyen de régler le problème, s'est refusé de le régler? Moi, je veux que vous me répondiez. Je veux que vous me répondiez. Non, mais depuis... Lorsque l'on porte une revendication qui est ordinaire, qui n'est pas compliquée, pour lequel l'État a les moyens, lorsque les personnes qui ont les moyens, au moment où je vous parle, des milliards sont dus au Centre national hospitalier universitaire par l'État béninois. Et l'État béninois ne paye pas. Et pourtant, on sait que c'est dans ces frais qu'on doit payer le salaire des agents, que le CNHU paie ses agents lui-même et que c'est dans ces frais qu'il paie, que c'est dans ces frais que le CNHU doit acheter les intrants, le matériel de travail, que c'est dans ces frais que sont prises en charge l'acquisition de matériel de travail pour le compte. Et donc, lorsque l'on décide délibérément de ne pas régler ces problèmes parce que l'on prendrait du plaisir à entendre dire que le CNHU est un mouroir, peut-être parce que dans le discours sur le mouroir, il y a peut-être l'intérêt du pouvoir à voir le citoyen développer son désamour vis-à-vis des hôpitaux publics et donc finalement décider de mettre en affermage ou privatiser les hôpitaux. C'est cela, le sentiment que le citoyen a de regarder et puis de sentir que en face du CNHU, il y a la présidence de la République, mais que le chef de l'État et son gouvernement, que les membres du gouvernement regardent les personnes accidentées qu'on conduit au Centre national hospitalier universitaire du Bénin, de Cotonou, que le chef de l'État et les membres de son gouvernement regardent les malades agonisants qu'on envoie au CNHU, que le chef de l'État et son gouvernement regardent les morts, les cadavres couchés dans les placards du CNHU et se disent c'est une opportunité d'affaires. C'est de ça qu'il s'agit. Comment ils font une opportunité d'affaires? Mais c'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand vous décidez de mettre en affairage, vous décidez de faire de ça un centre commercial. Vous décidez de faire une gestion commerciale d'un centre social. Non, c'est qu'aujourd'hui, mais c'est qu'aujourd'hui, on constate que les agents permanents de l'État s'amusent avec le travail. On pensait que le privé aurait remédié à ces problèmes-là. Oui, mais alors, le président de la République et de son gouvernement, ils sont des opérateurs économiques, n'est-ce pas? Ils sont des opérateurs économiques, nous ne le sont pas. Ils étaient. Enfin, le chef de l'État était, et ces éléments sont restés. Il a passé, disons, ses actions à son ami, tous ses enfants, ses amis. Mais pourquoi eux qui sont des opérateurs économiques et qui savent que l'hôpital peut être géré de façon commerciale, n'ont pas créé les hôpitaux pour donner la preuve qu'on peut mieux gérer les hôpitaux avec le privé? Ils auraient dû créer des hôpitaux privés. Ils auraient dû faire la gestion privée de ça. Ils auraient dû donner la preuve ce faisant qu'un hôpital privé peut faire de bonnes affaires et donc en conséquence montrer, donner à voir au moins en filigrane, au moins en miniature, la beauté de ce qu'ils sont en train de proposer aux Béninois à travers l'affermage de la privatisation des centres de santé publics et que sont en train de refuser. Parce qu'il faut le savoir, l'école, la santé, ce sont des secteurs sociaux. C'est parce que le citoyen n'est rien par soi. C'est parce que le Bénin n'existe pas sans les citoyens. C'est parce que l'État béninois, le Bénin est une abstraction. Que le Bénin devient une réalité à partir du moment où chacun des 10 millions de citoyens du Bénin sont en État. Parce qu'ils ont grandi, parce qu'ils ont étudié et peuvent servir, parce qu'ils jouissent d'une bonne santé physique et mentale de servir le Bénin, qui leur contribue à créer le Bénin en passant de l'abstraction à la concrétisation. C'est pour cela que le service de la santé est d'abord un service social. Et c'est pour cela que le défi de vouloir faire de l'hôpital public, qui est déjà inaccessible aux citoyens, vous savez ce que dit le diagnostic du CNHU et des hôpitaux au Bénin? Ça dit quoi? Le diagnostic dit que les hôpitaux sont géographiquement et financièrement inaccessibles aux citoyens. C'est ce que dit le diagnostic. C'est l'un des points du diagnostic que j'ai lu. C'est-à-dire que les hôpitaux, que l'accès aux soins de santé est géographiquement et financièrement inaccessible aux citoyens, est hors de portée des citoyens. Alors quand on dit que le citoyen n'a pas les moyens d'accéder aux soins de santé, on décide de rendre ça privé, de privatiser ça.
Vous imaginez qu'avec un fermier, que l'hôpital devient moins cher qu'il ne l'était avant, alors que le fermier doit être payé, qui doit être payé dans les recettes qui sont produites par les hôpitaux. Pourquoi on est en mesure de payer les recettes? Pourquoi on ne veut pas payer ces recettes-là aujourd'hui? Ok, d'abord, merci. Vous avez beaucoup parlé dans le domaine de la santé. Revenons encore au niveau de la justice. Quand même, il y a aujourd'hui la réquisition du garde des Sceaux. Il a fait la réquisition par rapport à la grève des magistrats. Comment appréciez-vous la grève des magistrats? Parce que dès la semaine prochaine aussi, les autres corps iront aussi en grève pour soutenir la justice. Quelle porte de service et de sortie vous proposez? Le garde des Sceaux est résolument ancré dans la philosophie de la ruse et de la rage. Je vais vous dire, la réquisition, au Bénin en tout cas, est régie par la loi. La loi sur la grève, la loi de 2001 sur la grève. La réquisition cite de façon limitative les domaines, les secteurs dans lesquels on peut procéder à la réquisition. Quels sont les secteurs? Il y a l'énergie, il y a la santé, il n'y a pas la justice. Mais pourquoi le garde des Sceaux, c'est un praticien de droit? Pourquoi, voilà. pourquoi Moi, je vous pose la question. Comme vous aussi, moi, je me demande pourquoi. Comme vous et comme les représentants, je me demande pourquoi il fait ça. Mais moi, je peux dire, si je considère qu'il faut rechercher dans les actes, les postures et les propos du garde des Sceaux lui-même, les raisons pour lesquelles il pourrait avoir fait ça, alors je considère que c'est la mise en œuvre de la politique de la ruse et de la rage dont il a pris l'engagement solennel le 4 avril 2017. Parce que vous vous souvenez, lorsque le projet de révision de la Constitution a échoué le 4 avril, c'est devant l'esplanade sacrée du palais des gouverneurs, le lieu de la représentation du peuple, que le garde des Sceaux a pris l'engagement que désormais le Bénin sera gouverné par ruse et par rage. Et donc, c'est comme pour dire le même, c'est du fondamentalisme, mais c'est une expression qui a des racines. Parce que la ruse et la rage ne sont pas des expressions ex nihilo, c'est fondé sur la philosophie politique de Machiavel. C'est-à-dire, ce que l'on fait pour, de toutes les façons, conserver le pouvoir. C'est ça la ruse et la rage. La ruse et la rage, ce sont les moyens déployés. Mais et donc, si vous parlez de la ruse, la classe politique ne participe pas à ça? À quoi? À cette ruse-là que vous évoquez? Moi, je ne sais pas. Celui que moi j'ai vu, celui que j'ai entendu prendre l'engagement, que le Bénin sera gouverné par la ruse et par la rage, c'est le garde des Sceaux. C'est lui que j'ai vu. C'est à lui que je pourrais opposer ça. Je ne pourrais pas faire opposition d'une chose à une personne qui n'en est pas l'auteur. Et donc, lorsque j'interroge la manifestation de la ruse et de la rage, et que je finis par me rendre compte que la réquisition n'est pas prévue dans la loi de notre pays pour ce qui concerne le secteur de la justice, et que cependant, le garde des Sceaux, celui qui est garant de la mise en œuvre de la justice dans notre pays, après une liste et a fait de la réquisition pour les gens de la justice, on conçoit que par ruse, il était en état, il était en situation de créer le bloc de la majorité présidentielle au sein de la magistrature. Vous êtes plusieurs fois revenu. C'est cela, non, ça ce n'est pas une fait banal. Vous êtes plusieurs fois revenu sur M. Diop Beno. C'est quand même une personnalité. Il ne peut quand même pas décider à lui seul de créer des ennuis au peuple béninois tout entier. Moi, je ne sais pas avec qui il décide ça. J'observe que c'est lui qui a promis que le Bénin sera gouverné par ruse et par rage. J'observe que c'est lui, en tant que garde des Sceaux, qui a soutenu à l'Assemblée nationale le retrait du droit de grève aux magistrats. J'observe que c'est lui qui hier se battait pour le maintien du droit. Un document et validé au Conseil des ministres. Alors, mais de façon globale, oui, si vous voulez, il n'y a pas une action ciblée contre une personne. C'est contre le régime dans son ensemble. Oui, mais ce sont les régimes, c'est le régime et le régime incarné avec des personnes qui posent des actes. De façon globale, j'interroge et j'interpelle le régime. Je peux interpeller le garde des Sceaux parce que lui, il est praticien du droit. Monsieur Patrice Talon pourrait dire que lui, il n'est pas juriste. Mais le garde des Sceaux qui est un agrégé de droit sait très bien que dans la loi qui régit la réquisition dans notre pays en matière de grève, qu'il n'y a pas le secteur de la justice. Et donc, les agents magistrats et puis les autres agents de justice dont il a mentionné les noms sur sa fameuse liste de réquisition, l'impression qu'il donne, c'est que ce sont les BMP, ce sont les membres de la majorité présidentielle au sein de l'appareil de justice. Non. C'est l'impression qu'il donne. Est-ce qu'il ne donne pas cette impression? Non, mais lorsque on dit la loi ne permet pas ça. Il y a le pouvoir judiciaire au Bénin qui est respecté depuis des années. Mais on observe que sous le garde des Sceaux, qui est par ailleurs un avocat et enfin un agrégé de droit, cela n'est plus respecté. Parce que les grèves, et parlons de ça, les grèves à la magistrature au niveau de la justice sont parties d'où? Du refus de respecter la loi.
sur l'habitation, à l'occasion de l'habitation des magistrats. C'est de là que c'est parti. Et si demain le gouvernement demande encore une relecture de cette loi votée pour revoir un peu? Ah ben, enfin, moi, ils feront ce qui leur plaira de faire. Mais en tant que citoyens, nous avons l'obligation de veiller et de faire respecter l'état de droit. C'est dans cela que moi je me retrouve présent. Le devoir de veiller du citoyen. Parce que ce qui est octroyé n'est jamais aussi cher que ce qui est conquis de retour. C'est ce que nous avions fait. Ce que nous avions conquis, c'est la démocratie. Et nous l'avions conquis au prix de lutte forte. Et donc, cette lutte qui a débouché sur des vies humaines qui ont été massacrées, des personnes qui ont versé leur sang. On se souviendra de Luc Togbadia. On se souviendra de Akatia. Parfait. On se souvient de M. Baparapé, de Maître Baparapé, dont tout le corps est un relief accidenté, parce qu'à ce point il a été torturé. On se souviendra de ces citoyens du Bénin qu'on a enterrés vivants jusqu'à la tête et qu'on matraque. On se souviendra. Oui, moi, je voudrais avoir une pensée. Je nous épargne de ça. J'espère qu'on aura si vous permettez, je voudrais avoir une pensée pour M. Laurent Métognon, qui fut toujours et qui demeure l'un des artisans les plus forts de notre démocratie. J'espère qu'on n'aura pas... Parce que ça vient aussi dans l'actualité. Il n'était pas aux affaires, sa réaction est différente, son comportement était différent de maintenant. Peut-être que vous aussi aujourd'hui, vous dites tout ça là, vous dénoncez, demain, au cas où vous serez de l'autre côté, c'est le même comportement que vous aurez, parce que il faut quand même une manière pour gérer ce Bénin. Le Bénin, le président Yahi l'a dit, c'est compliqué. C'est un petit pays, mais très compliqué à gérer. Alors, vous savez ce qu'il faut conclure? C'est que M. de Benoît contribue à rendre les intellectuels totalement indignes de foi, indignes de confiance. Pourquoi vous le dites? Mais parce que si vous, journalistes, si vous, intellectuels, en êtes à douter, au point de vous dire, si Maître Job Benoît a pu faire ça, quelle garantie nous avons de savoir que vous, quand vous serez à ça, vous ne le ferez pas autant? C'est que les citoyens ordinaires aussi observent et ils ont raison, lui aussi, de se demander. Il faut ça pour faire bouger les choses. Pour faire bouger quoi? Quelles sont les choses qui bougent? Tout bouge à reculons. Ce qui a bougé au Bénin depuis 2016, le 4 avril, c'est quoi? Ce sont les citoyens qu'on a dégagés de la rue, peut-être que l'on voulait améliorer le cadre de vie, qu'on a dégagé de la ville, de ceux qui faisaient leur subsistance, parce que l'on sait avant d'être arrivé au pouvoir au Bénin que la cheville ouvrière de notre économie, c'était l'informel, et que ces personnes, que ces bonnes dames ont acquis du crédit auprès des institutions de microfinance et sont installées au bord. On les a dégagés. Qu'est-ce qu'on a mis? Pour mettre un jardin. Moi, j'ai entendu on va revenir sur la communauté un peu comme si le jardin là était... Vous êtes président des jeunes. Vous êtes président des jeunes et vous avez longuement parlé déjà du retrait de grève. J'aimerais parler d'un autre jeune comme vous. Et dans la dernière semaine, bien dans les 2 dernières semaines de 2017, à la session, là, on a vu lorsque Guy Mitopwe voulait intervenir. Il parlait au nom de la minorité. La manière dont le président Mbedi a interrompu son intervention. Ouais. Et comment qualifiez-vous cette... Je suis révolté en tant que jeune. C'est une brimade. C'est une brimade d'une génération contre une autre. C'est l'expression, d'abord, de la guerre de génération et de refus d'une génération de voir l'autre émerger. C'est l'expression... Pourquoi mais voyez-vous, mais je vais vous dire, si Maître Adrien Mbedi se mettait en état d'esprit de traiter comme cela tout, lorsque l'honorable Janvier Yaouidou s'était adressé dans des thèmes équivalents, sinon pire que ça, il ne l'a pas retiré son droit d'expression, il ne l'a pas arrêté dans son propos. Des députés tous les jours émettent des propos bien plus graves que les faits, que les propos tenus par... Est-ce que c'est pas parce que dans le temps, il n'était pas avec Yahi au moment où Janvier Yaoudou parlait? Maintenant, je suis obligé de commencer par observer. Oui, mais ça c'est une possibilité. Oui. Mais d'abord et avant tout, je suis obligé d'observer que Kimi Topel a été abusé parce que l'on considère qu'il est un jeune, un enfant, et qu'un enfant n'a pas le droit de s'adresser. Parce que l'on considère par ailleurs, et cela est revenu dans le propos de maître Adrien Mbedi, parce qu'il dit qu'il y a des députés qui sont arrivés comme suppléants et qui ne savaient pas les choses. Un peu comme si, lorsqu'on est arrivé à l'Assemblée nationale comme un suppléant, on n'est pas un député de plein droit. Parce qu'ils sont nombreux à ne pas vouloir appeler Guy Mitopwe honorable.
Comme si lui, il n'avait pas autant d'importance que les autres députés. Mais enfin, ce n'est pas la seule chose. La plus grave n'est pas là. Je ne suis pas d'abord défenseur d'une catégorie. Je ne suis pas plus défenseur d'une catégorie, donc des jeunes, que de la nation dans sa globalité. En tant que défenseur de la démocratie, je suis outragé de savoir que celui qui est garant de l'égalité de tous, garant de l'immunité de l'honorable député dans l'expression de son devoir, de sa mission, c'est lui qui se mettait en droit de l'empêcher de s'exprimer. Il fait obstruction à la liberté d'expression au sein de l'hémicycle. C'est une religion de zélateur. Il fait religion de zélateur. Il veut plaire au chef de l'État. Il le fait au détriment de la démocratie, au détriment de l'histoire. Pourquoi il veut plaire au chef de l'État? Le chef de l'État... Mais vous avez oublié que Maître Adrien Oubedi a laissé entendre ici que lui, il voulait coûte que coûte faire la mouvance, quoi qu'il advienne. Vous êtes fiers en tant que jeune, en tant que citoyen du Bénin, d'entendre un patriarche qui aurait dû être l'homme qui moralise, qui aurait dû être l'exemple. Vous êtes fiers de l'entendre dire que lui, là, il ne veut pas savoir dans quel sens balance le pouvoir, mais lui, il veut être avec le pouvoir. Vous êtes fiers de l'entendre dire ça? Le Bénin s'est souvent présenté à l'étranger, à l'international, comme un pays, exemple, comme un phare de la démocratie. Mais la démocratie, c'est quoi? Vous défendez un projet de société. Un parti politique défend un projet. Le PRD, quel est son projet de société? Quelle est sa vision? Et pourquoi pourrait-il dire que selon que Zinsou Sagbo prendrait le pouvoir, il serait avec Zinsou Sagbo? Et donc, pour quelqu'un qui vote pour Zinsou et qui savait que c'est Sagbo qui a pris le pouvoir, on comprend qu'il soit en état de faire du zèle pour que par la religion de ce zèle, il mérite l'attention de Sagbo pour qui il n'a pas voté au détriment, enfin au profit de Zinsou, et de Sagbo qui est devenu le président de la République. C'est donc ça, de plaire, le jeu de l'artisan de la 25e heure, qui est obligé de montrer beaucoup plus de zèle que tous les autres, afin qu'il le soit garanti une place au sein d'une mouvance où manifestement rien ne le prédestinait. Vous auriez souhaité qu'après tant d'années dans l'opposition, qu'il continue à jouer ce rôle de l'opposition. Moi, je ne sais pas ce qu'on appelle tant d'années dans l'opposition. Oui. Je ne sais pas ce qu'on appelle tant d'années dans l'opposition. Il a combattu le pouvoir tout le temps, mais ça n'a rien donné. Ce que moi je sais, c'est que les citoyens, les partis politiques se battent pour des idéaux, pour un projet de société, pour des valeurs. Quand ils se sont battus au premier, au second tour pour un candidat, c'est qu'ils sont battus pour un homme et pour ses valeurs. Quand ce candidat n'a pas été élu, par la force des choses, vous êtes dans l'opposition et vous travaillez pour la prochaine élection. Monsieur Constantin Amosso, je voulais vous poser cette question. Est-ce que, selon vous, jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que vous appréciez quand même du gouvernement de la République? Ah mais ce n'est pas mon rôle. Il y a des gens qui sont là tous les jours et qui apprécient tout et son contraire. Alors, pourquoi voulez-vous que moi je me mette en... Bon, lorsque vous voudrez des gens qui trouvent que les choses sont belles, il y en a. Ils viendront vous dire que tout ce que le pouvoir fait est beau. Moi, je n'ai rien trouvé de beau. Mais voilà. Tel que moi, depuis le 6 avril 2016, vous avez quand même contribué à l'avènement de la rupture. Oui. Vous avez vu mouiller le maillot. C'est parce que je n'ai rien vu de bon que j'ai quitté ça. Pourquoi vous avez quitté? J'ai dit parce que je n'ai rien vu de bon. Je vais vous dire deux choses. Ce régime... Si vous nommez, vous n'allez pas quitter? Ah, mais deux choses. Vous nommez ministre? Est-ce que... Je vais vous poser une question. Si vous n'avez pas d'exemple me concernant parce que je ne suis pas nommé, puisque dans les si, on dit avec si, on mettrait Paris en bouteille. Avec si, on mettrait Paris en bouteille. Si, des hypothèses qu'on aimait. Moi, je ne suis pas nommé. Donc, si je vous disais que, même si j'étais nommé, j'aurais fait si, vous ne serez pas obligé de me croire. Mais je peux vous donner l'exemple d'un jeune dont le parcours est semblable au mien, avec qui j'étais sur un plateau de télévision, avec qui j'ai animé des émissions pendant des années sur une chaîne de télévision concurrente. Il a été nommé, lui. Et quand il a été en désaccord, il a déposé sa démission. Vous voulez parler de qui? De Expédié Olobo. Donc, c'est la preuve qu'il y a des gens qui sont capables, s'ils ne sont pas en accord, de se retirer et de poser leurs convictions aux intérêts du moment. J'observe seulement qu'il y a des avantages qui sont liés à son poste. J'observe que, comme moi, il doit être en désaccord avec la gouvernance. Et j'observe que quand on est dans cette posture-là, on l'affirme. Quand on refuse, on dit non. C'est ça la formule. Quelles sont vos relations avec votre ancien patron, je dirais? Je parle de Misko Paki. Mais je n'ai plus aucun contact avec lui.
et je ne le regrette pas. Parce que même pas un simple message, WhatsApp ou SMS ou aussi Messenger? Ah ben non. Moi je ne fais pas des relations amicales. Je ne fais pas du sentimentalisme en politique. Je ne fais pas de mes liens privilégiés avec les personnes une priorité par rapport aux intérêts de la nation. Lorsque je considère que notre pays a été trahi à ce point par un régime qui se voulait de la rupture et qui s'est, disons, révélé comme un régime de l'imposture. Que voulez-vous que j'ai encore à faire avec les personnes qui mangent avec ce régime, qui boivent avec ce régime, qui savent du champagne à la table de ce régime? Que voulez-vous que je fasse avec les personnes qui sont assises à la table où on décide de faire du mal, de nuire? À la table où on dit, bon, maintenant, tel autre, est-ce qu'il est dans notre camp? Et parce qu'il n'est pas dans notre camp, on va faire audit ciblé contre lui. On va lui coller un audit comme on lancerait un chien méchant à l'assaut de quelqu'un. Que voulez-vous que j'ai à faire avec eux? Que voulez-vous que j'ai à faire avec ceux qui se sont entichés de ceux qui ont bu pour 2 milliards et poussière d'eau au détriment de notre population? Que voulez-vous que j'ai à faire avec ceux qui se sont fait amis et ont maintenant comme défenseurs partout dans le Bénin, ceux qui ont créé une société qu'on appelle 50-50 et qui, au Ségub, les dossiers sont au maître de la justice. Au maître de la justice. Mais pourquoi la justice n'a pas pu montrer dans ces dossiers mais la même diligence qu'on a vu se mettre en branle quand on a voulu en finir avec monsieur Laurent Metagnon? Pourquoi la justice n'a pas montré tout? J'aimerais tellement faire confiance. Voilà pourquoi il faut que les magistrats ne soient pas privés du droit de grève. C'est parce que j'ai envie de continuer à faire confiance en la justice de mon pays que je dis, si on ne s'avise pas pour préserver la liberté de penser, d'opinion, le libre arbitre du magistrat, si on se mettait d'accord avec ceux qui disent, les magistrats, on va leur servir à manger, et on dit, on vous paie 14 primes, on augmente votre salaire, on multiplie votre salaire par 1,5, par 3, par 2. On dit, bon, maintenant, après ça, on vous dit, taisez-vous, mangez et faites notre volonté. J'aimerais continuer de faire confiance en la justice. J'aimerais que les citoyens qui se retrouvent devant la justice ne se sentent pas obligés de recuser le juge Azor. Pourquoi le procès de M. Laurent Metagnon n'a pas pu tenir la dernière fois? Parce qu'il a recusé le juge Azor. Parce que le juge Azor s'est rendu suspect. Il faut que le magistrat soit au-dessus de tout soupçon. Que dirais-je? Lorsque la justice, qui à l'origine, qui dans son principe est représentée à l'image d'une vierge, portant dans une même balance et dans l'autre une épée, se transforme en une prostituée, qui se procède religieusement devant certaines personnes et brandit son épée avec race sur d'autres, que devient-elle qui lui fait confiance? Mais pourtant, ils sont allés en grève. Pourtant, ils sont allés en grève, monsieur. Mais voilà. Mais voilà. Ils sont allés en grève. C'est pourquoi moi je soutiens leur grève. Ils sont allés en grève pour continuer de préserver, pour quelques-uns d'entre eux, la possibilité de constituer la garantie qu'avec équité, le droit sera dit pour vous, pour M. Moussa et pour Constantin Moussa, indifféremment de notre camp politique. Nous ne voulons pas que des magistrats du bloc de la majorité présidentielle disent le droit pour le Bénin au nom de tous les citoyens du Bénin. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ne pas être obligé d'être les magistrats du bloc de la majorité présidentielle qui sont allés en grève. Voilà pourquoi il faut être en accord avec eux. Vous venez à vous suivre dans votre développement. Disons, ces derniers jours, nous avons constaté à l'Assemblée nationale, le vote, c'est comme une chaîne, ça se multiplie. C'est quoi? Qu'est-ce qui presse les députés à voter ces lois? Est-ce une manière de réviser la Constitution ou qu'est-ce qui se passe? Ah oui, vous venez d'attirer l'attention sur un élément important. Mais on ne pourrait pas oublier, il faut avoir la suite dans les idées, que c'est au lendemain, non, c'est le jour même de l'échec de révision de la Constitution que le garde des Sceaux a promis que nous serions dirigés par ruse et par rage. Et donc, il faut surzumer les actions pour voir est-ce qu'on n'est pas en train d'agir par ruse. Parce que justement, la ruse pourrait constituer en effet à faire ramener dans des lois ordinaires tout ce qui était contenu dans le projet de loi de révision de la Constitution.
qui appelait une majorité qualifiée. Ce n'est pas le gouvernement seulement qui propose, qui ont proposé cette loi-là. Il y en a qui a été proposé par les députés. Oui, c'est cela. C'est cela le drame, parce qu'on a vu des députés proposer des lois et après se perdre pendant le débat sur ce qui est censé être une loi portée par eux-mêmes. Dans ce qui se passe dans notre Assemblée aujourd'hui, c'est qu'on voit très bien que... Est-ce que vous savez que la loi qui a débouché sur le retrait des droits de grève aux magistrats était proposée par un député? Et que malgré ça, c'est le ministre Diabenou qui était là pour expliquer pourquoi il faut faire comme le député a demandé. Ce que cela signifie... Vous ne comprenez pas? Le député dont vous parlez, oui. Lui-même, il a dit dans un forum quand je l'ai suivi, il disait que ce n'est pas lui, que c'est un nombre de députés. Il n'est pas le seul à proposer cette... Oui, mais ce que moi je vous dis, c'est que ce que l'on observe ces derniers temps, c'est que des lois sont portées par des députés, des propositions de loi. Nous savons que dans l'expression de la démocratie et notamment de la législation, il y a deux voies. Il y a les projets de loi et les propositions de loi. Que les projets de loi sont les lois qui viennent du pouvoir exécutif. Et que les propositions de loi sont des lois qui sont initiées par les députés. Mais on voit des lois qui sont censées être initiées par des députés. Et le jour où on fait le débat à l'Assemblée nationale, c'est le ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui vient expliquer les dispositions de la loi et pour dire pourquoi il faut faire et pourquoi voter comme cela. Ce qui signifie que c'est les ministres... On est en état de penser... Le président de la commission des lois, c'est un magistrat aussi. Mais alors, mais pourquoi en plus de ça, le ministre de la... Il faut demander si, une fois, depuis qu'on est là, même quand on veut voter des lois qui sont en relation avec les renseignements et l'armée, qui ne relèvent pas du domaine de la justice, c'est encore lui qui est arrivé à chaque fois pour venir expliquer pourquoi il faut voter ça de telle façon. C'est de ça qu'il s'agit. Donc vous ne voyez pas que la promesse de la ruse, a besoin d'être suivie, a besoin d'être mise en œuvre de façon rigoureuse, et que pour cela, il faut voter des lois en cascade. C'est un vote en cascade, c'est une foule de lois. C'est une déferlante, c'est une avalanche de lois. Mais la Cour est là quand même pour on espère. aviser. On espère. C'est vrai qu'ils veulent prendre peut-être de ce que la Cour avait déclaré conforme à la Constitution, le retrait du droit de grève en 2011 aux douaniers. Qu'en conséquence, la Cour jugerait pour rester conforme à elle-même, conforme à la Constitution, le retrait du droit de grève à toutes les autres corporations qu'ils ont citées. Mais il y a deux choses qu'on peut relever. La première, c'est que, avant d'avoir déclaré conforme, dans une précédente décision, la Cour avait déclaré non conforme. Ça veut dire quoi? Qu'en toute chose, il y a le contexte, il y a les éléments du dossier. Dans les éléments du dossier, la Cour constitutionnelle n'aurait pas pu et ne pourrait pas, cette fois-ci, se prononcer sans interroger les facteurs. Parce que le consensus fait partie du bloc de constitutionnalité dans le pays. Parce que la paix et la cohésion doivent être garanties par les acteurs sociaux. Et donc, moi, j'observe la Cour. J'observe la Cour et je sais que la Cour ne va pas se précipiter pour se prononcer. Parce qu'elle va regarder. Elle va voir. Si elle regarde, si elle voit que cette loi qui a été votée a comme conséquence que les magistrats sont dans la rue, les enseignants sont dans la rue, les médecins sont dans la rue, les acteurs professionnels sont... que tout le pays est dans la rue, la Cour est obligée de regarder dans son argumentaire la cohésion nationale, qui est un élément également du bloc législatif, du bloc de constitutionnalité. Parce que nos constitutions a été faite pour préserver la paix, la cohésion nationale. Et donc, la Cour ne pourrait pas se prononcer sans tenir compte de la mise en mal de la cohésion nationale. Et si le contraire se produisait? Mais les citoyens, nous allons prendre acte de cela et nous allons continuer à lutter. Parce que M. Diabenou, dans une autre vie, avait laissé entendre que les décisions, que les lois peuvent être des moyens utilisés pour faire pression sur les citoyens, mais que jamais ça ne pourrait empêcher les citoyens de penser. Vous savez, en Chine, les citoyens manifestent, ils font la grève en Chine, en dépit de ce que dans la Constitution, ce n'est pas permis officiellement. En tout cas, on ne permet pas les grèves, parce que là, il y a plusieurs. C'est les grèves perlées qui sont autorisées, mais les grèves totales ne sont pas autorisées. Et donc, la disposition de la loi, lorsque elle semble avoir la vocation de détruire le fondement même, l'esprit de la loi, de détruire le fondement sociologique, politique, culturel sur lequel est assis, de détruire l'histoire du pays, cela appelle les citoyens à s'organiser et à savoir ce que les citoyens aviseront.
en temps opportun. Les citoyens aviseront, c'est ce que nous espérons bien, Constantin Amossou. C'est ce que vous nous aviez expliqué durant toute l'émission, mais on ne peut pas qu'il sorti de ce studio sans parler de vous, sans parler de votre livre, sans pas, parce que vous avez dit au départ, quand on avait démarré l'émission, que vous êtes écrivain. Depuis un bon moment, vous parlez d'un livre, et ce livre devait être lancé au Bénin dans les semaines ou les mois à venir. Et ce livre-là est devenu de quoi? La République des Seigneurs. Seigneur avec S-A-I. Oui, bien sûr. Et vous savez, moi, de façon inconditionnelle, je demeure un observateur, mais pas seulement en tant que je serai un témoin, un acteur, mais pas seulement en tant que j'agirai, mais l'action, autant qu'elle pourrait se produire, s'engendrer par, disons, le positionnement politique, elle doit, disons, s'archiver à travers les prises de position des citoyens. Parce qu'on devrait pouvoir savoir ce que ces personnes-là ont pensé et ont tiré. Moi, je veux qu'on me pose le contenu de mes écrits. Alors, la République des Seigneurs, c'est un ouvrage qui... Pourquoi Seigneur écrit avec S-A-I? Seigneur. Parce que ce dont cela rend compte, c'est la douleur, ce sont les larmes, c'est le sang de tous ces citoyens qui souffrent, qui saignent, qui meurent, et qui le sont du fait d'un pouvoir qui s'est fait comme le devoir systématiquement de piller l'économie. Parce que le citoyen dont vous avez parlé, qui s'est rendu à l'hôpital, qui n'a pas eu le bénéfice du soin, de santé, parce qu'il y a grève, s'il rendait l'âme, il n'aurait pas rendu l'âme du fait seulement de médecins qui étaient en grève. C'est de son fait, si l'on regarde dans les médias, mais du fait aussi surtout de l'État qui a fait ce qui lui revient de droit. Moi, lorsque il y a peu, un agent de la présidence a été, je veux dire, chef matériel de la présidence, a été agressé. On l'a envoyé en urgence au CNHU. En 24 heures, on a apprêté et on a affrété un avion médicalisé pour le transporter, pour la transporter, cette dame. Pour l'envoyer en France, oui, justement, les personnalités et les personnes alitées. Vous dites une personnalité. Moi, je lui oppose les personnes alitées. Elle est plus importante que toutes les autres personnes alitées, mais abandonnées du fait de l'État qui refuse de prendre en considération l'urgence d'offrir des soins de santé et de qualité aux citoyens, en laissant le médecin en état de trouble, de traumatisme pendant qu'il est devant son patient, en refusant de regarder les problèmes du secteur de la santé dans leur expression sociale, mais en décidant de regarder les centres de santé comme des opportunités de commerce. C'est de ça que moi je parle. Et donc, ces personnes saignent et meurent. Et c'est au nom de ces personnes et par hommage à ces personnes aussi que la République des Seigneurs est écrite. Pour dire qu'il y a des personnes qui s'épanouissent quand le sang coule, quand des citoyens meurent, quand des citoyens souffrent, quand des citoyens saignent. La Bible des Seigneurs est écrite parce que dans l'imaginaire, dans la construction même, dans la cosmogonie Ifa, de Ifa, c'est-à-dire une divinité de la révélation, Ifa dans notre pays, dans l'histoire du golfe de Guinée et au Dahomey en particulier, il y a deux personnages clés qui me semblent s'incarner à travers ceux qui nous gouvernent en ce moment. Il y a le personnage de Akpigbe le Hibou et Aklasun Kanga le Vautour. Akpigbe le Hibou, c'est ce personnage dont le rôle est de manger l'âme, et de manger et de détruire, et puis de servir maintenant la charogne à son second, à son frère jumeau, à Aklasun Kanga le Vautour, pour se repaître. C'est cette symbolique-là de l'élimination de la vie et du rapace qui vient se repaître de la charogne qui est rendue par la République des Seigneurs, de ceux qui prennent du plaisir à boire, à s'abreuver au sang de la population qui souffre, qui meurt, qui pleure. À quand donc la sortie de ce livre? C'est pour très prochainement. Je maintiens le suspense, mais c'est pour très prochainement. Maintenant le suspense, mais alors, qu'est-ce que vous pouvez dire en 2 mots pour conclure l'émission? Je veux m'adresser au chef de l'État de notre pays, M. Patrice Talon. Je veux m'adresser à lui. Je voudrais lui dire qu'il a la chance exceptionnelle que plusieurs Béninois n'auront jamais, que des centaines, que des milliers de Béninois n'auront jamais
d'être devenu le premier d'entre nous. Il peut décider de faire de cette chance que la nation lui a donnée l'occasion de rentrer dans l'histoire par la petite porte. Il va d'ailleurs à galop vers la petite porte. Mais il peut décider d'utiliser cette chance exceptionnelle que notre nation lui a donnée pour construire, pour reconstruire son image, pour laisser dans le cœur de nos compatriotes le sentiment d'avoir été un chef d'État attentif à leurs problèmes, aux problèmes qu'ils posent, aux solutions qu'ils proposent. Je voudrais m'adresser au chef de l'État pour dire que moi, Constantin Amoussou, je fais partie de ceux qui ont lutté pour la rupture, mais que nous n'avions pas pu avoir à l'esprit qu'en ce moment, cet État se transformera, que ce régime se viendra celui de l'imposture que nous sommes encore à espérer, qu'il se ressaisirait, qu'avec lui, les membres de son gouvernement se rappelleraient d'où ils sont venus et que ce faisant, ils travailleraient, ils se mettraient à travailler, non plus pour eux, non plus en pensant d'abord à eux-mêmes, non plus en regardant à leur nombril, mais en travaillant comme les acteurs conviés à la charge de construire notre République dans l'intérêt des 10 millions de Béninois que nous sommes. Voilà, chers amis téléspectateurs, Politiquement Chaud de ce jour a reçu pour vous Constantin Amoussou. Pour notre invité, il a relaté dans tout ce que nous avons dit dans l'entretien, vous avez vu, pour lui, notre pays est mal géré. Il constate dans ses propos, il le constate, Constantin Amoussou constate que la ruse, peut-être, et la rage domine un peu, tant soit peu, ceux qui nous gouvernent. Il constate aussi que la jeunesse a été bâillonnée par rapport à ce qui concerne le comportement du maître Adrien Mbodji à l'Assemblée. Et maître Adrien Mbodji devrait revoir aujourd'hui qu'il devait être défenseur de la liberté, de l'expression et quelqu'un des droits de l'homme et du droit parce qu'il est du domaine, il est un homme de droit. Il constate aussi qu'il dit que le retrait du droit de grève aux magistrats, aux agents de santé et aux paramilitaires n'est que le bâillonnement de la démocratie qui a été acquis cher par rapport à ce qui concerne les grèves de 86, 85, jusqu'en 90, ce qui a accouché la conférence des forces vives de la nation, que le père de cette conférence, qui est le général Mathieu Kédeko, a fait et que le Bénin vit de la démocratie. Cette démocratie est peut-être bâillonnée. Et enfin, il a souhaité que le chef de l'État peut toutefois encore, si je peux m'exprimer ainsi, a encore le gouvernail en main et il peut encore racheter l'État parce qu'on tire juste à 2 ans et il lui reste encore 3 ans à faire. Nouroudine Moussa, voilà. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro 2 de Politiquement Chaud. Constantin Amoussou, merci. Samuel Dayou, merci. Merci. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain, même heure, sur les chaînes de télévision Canal 3 Bénin, Canal 3 Wama et Canal 3 Fongui.